Salut à tous. Hier matin, à 9h, heure de l'Est, un FDX-8 Super Hornet de la marine américaine a décollé en trombe du pont d'envol de l'USS Abraham Lincoln et a verrouillé sa cible sur un pétrolier battant pavillon iranien appelé le MT Hasna. Le pétrolier tentait de forcer le blocus américain en essayant de le traverser et il a ignoré tous les avertissements que la marine américaine lui a envoyés. L'équipage avait toutes les occasions d'éviter d'être pris pour cible, mais le navire a plutôt été touché par une rafale chirurgicale d'un canon Vulcan Gatling de 20 mm tiré depuis le FDX-8 directement dans le gouvernail. Il a été neutralisé et stoppé net. La déclaration officielle du commandement central des États-Unis, le CENTCOM, était maîtrisée et calme. Le Hasna ne faisait plus route vers l'Iran, c'est une façon de le dire. À ce moment-là, il faisait plus vraiment route vers nulle part. La réaction de l'Iran a rendu toute la situation encore plus absurde. Le président du Parlement, Mohammad Ghalibaf, l'un des supposés négociateurs de paix de Téhéran, a publié sur les réseaux sociaux des messages avertissant les Iraniens de se préparer à des difficultés économiques et a décrit la frugalité comme un missile que le peuple pouvait tirer au cœur de l'ennemi. Voilà à quoi ressemble, de l'autre côté du registre comptable, un coup écrasant. On perd un pétrolier face à un FDX-8, puis on tente de présenter l'économie domestique comme la réponse à une perte de 500 millions de dollars par jour. Pendant ce temps, le président Trump a déclaré aux journalistes que les discussions récentes avaient été très bonnes et qu'un accord avec l'Iran était possible, tout en publiant aussi sur Truth Social que si l'Iran n'acceptait pas, les bombardements reprendraient à un niveau et à une intensité beaucoup plus élevée qu'auparavant. Dans la diplomatie version Trump, de très bonnes discussions signifie apparemment que la table est ouverte, la chaise est tirée, et le bombardier est déjà en train de chauffer dehors. En gros, c'était la carotte dans une main et l'USS Abraham Lincoln dans l'autre. La carotte et le bâton. Sauf que dans ce cas, le bâton est le super porte-avions USS Abraham Lincoln. C'est le genre de stratégie de communication politique étrangère où la conférence de presse dit paix, la publication sur les réseaux sociaux dit tonnerre, et tout le monde est censé applaudir les deux. Le CENTCOM a déclaré que les forces américaines opérant dans le golfe d'Oman avaient appliqué les mesures de blocus en neutralisant un pétrolier iranien non chargé qui tentait de naviguer vers un port iranien à 9h, heure de l'Est. Le 6 mai, le commandement central des États-Unis a observé le Hasna vide alors qu'il traversait les eaux internationales en route vers un port iranien dans le golfe d'Oman. Les forces américaines ont émis plusieurs avertissements et ont informé le navire battant pavillon iranien qu'il violait le blocus. Après que l'équipage du Hasna a refusé d'obtempérer aux avertissements répétés, les forces américaines ont neutralisé le gouvernail du pétrolier en tirant plusieurs obus avec le canon de 20 mm d'un FDX-8 Super Hornet de la marine américaine, lancé depuis l'USS Abraham Lincoln, CVN 7-2. Le Hasna ne faisait plus route vers l'Iran. C'est une façon de le dire. Le blocus américain, visant les navires qui tentent d'entrer dans les ports iraniens ou d'en sortir, reste pleinement en vigueur. Les forces du CENTCOM continuent d'agir de manière délibérée et professionnelle pour assurer le respect de ces mesures. Rien de bien grave, sauf qu'elles venaient d'utiliser un canon de 20 mm pour livrer un rappel très direct que le blocus était toujours en vigueur. La machine de communication pro-Trump appellerait probablement cela de la retenue maximale, parce qu'apparemment, la retenue arrive maintenant avec un groupe aéronaval et un reçu. Le point essentiel dans tout cet engagement, c'est l'arme utilisée et la précision qui se cache derrière. Le canon M61A2 Vulcan, qui a frappé le gouvernail du Hasna, tire jusqu'à 6600 coups par minute. Cela fait 110 coups par seconde. Tirer avec ce canon depuis l'un de ses avions de chasse, c'est pratiquement une expérience spirituelle. La technique s'appelle track, shoot, track, suivre, tirer, suivre. Suivre signifie pousser légèrement le manche vers l'avant, avant de tirer parce que le pilote a besoin de cette pression vers l'avant pour éviter de relever le nez de l'appareil et de disperser les projectiles là où ils ne doivent pas aller. Puis vient le tir. Ensuite, le pilote suit à nouveau en maintenant le pipé, le petit point qui aide à viser la cible,
exactement là où il doit être, afin que les tirs restent centrés et chirurgicaux. Puis vient le son de ces tirs juste à côté de la tête du pilote. 6 canons rotatifs, chacun fonctionnant indépendamment, afin qu'aucun canon ne surchauffe à lui seul. Le CENTCOM a dit que plusieurs coups avaient été tirés. Cela signifie qu'une rafale contrôlée, probablement d'une demi-seconde à 1 seconde, a neutralisé un pétrolier de plus de 300 pieds. C'est une opération complètement folle. Être dans le cockpit de ce FDX-8 aurait été une mission de rêve pour ce pilote de chasse. C'est ce qu'un pilote fait le mieux, frapper des cibles en mouvement, que ces bateaux en mouvement soient petits ou grands. Les vedettes rapides iraniennes avaient déjà fait partie de la discussion, mais maintenant ces FDX-8 sont montrés comme des outils qui peuvent aussi être déployés contre des pétroliers plus imposants. Utiliser le FDX-8 comme un scalpel chirurgical est une manière incroyable d'appuyer le blocus lui-même. Ce n'est pas aléatoire non plus. C'est un niveau de précision qui exige des années d'entraînement et de compétences construits au fil des années. C'est aussi le genre de séquence que les commentateurs pro-Trump peuvent transformer en tour de victoire de 10 minutes avant de se rappeler qu'il y a encore une logique de guerre attachée à tout cela. Il y a maintenant des dizaines de pilotes de chasse qui décollent de l'USS Abraham Lincoln, ainsi que jusqu'à 200 avions de chasse américains de l'US Air Force, avec des pilotes formés précisément pour ce genre de mission. Si ces pilotes de la Marine et de l'Air Force sont davantage déployés contre des pétroliers ou des vedettes d'attaque rapide, la flotte moustique de l'Iran pourrait disparaître presque instantanément. Que cela arrive ou non dépend des tactiques et de la stratégie de l'administration. Toutes ces différentes plateformes se synchronisent, communiquent entre elles et transmettent des informations en temps réel pour aider chaque autre avion de chasse à cibler ce qu'il doit cibler. Avant d'aborder l'empilement des capteurs et les plateformes qui ont rendu ce tir possible, il faut comprendre le tableau opérationnel complet parce que l'interception du Hasna n'existe pas isolément. C'est le dernier chapitre de 68 jours de l'action de coercition navale et aérienne américaine la plus intense depuis la guerre froide. Ici, le contexte est essentiel. L'opération Epic Fury est maintenant entrée dans une phase où des avions de chasse sont déployés contre des vedettes d'attaque rapide iraniennes et contre de plus grands pétroliers. À l'heure actuelle, c'est l'équivalent maritime d'un arrêt brutal. Pas de pétrolier, pas de porte-conteneurs, pas de JNL, du gaz naturel liquéfié pour les amateurs d'acronymes. Cette voie maritime transporte habituellement 20% de la consommation mondiale de pétrole. Maintenant, elle est plongée dans l'obscurité. C'est évidemment un gros problème pour l'Iran, mais encore plus pour la Chine. La Chine est coupée de cet accès et voit son économie entrer en déclin. De nombreuses économies entrent en déclin. Évidemment, la conclusion d'un accord serait la meilleure option, mais conclure un accord signifie avoir un gros bâton et avancer. Eh bien, pas exactement doucement. Cela signifie avoir un gros bâton et tirer avec un canon de 20 mm pour amener l'Iran à la table et créer une forme d'accord permettant au conflit de se calmer. Voilà la formule de paix de l'ère Trump, dans sa forme la plus pure, négocier bruyamment, escalader visiblement et laisser ensuite le service des slogans nettoyer la contradiction. Le 8 avril, ce cessez-le-feu est entré en vigueur, mais il y avait eu de nombreuses violations de ce cessez-le-feu. La situation en est maintenant arrivée à un point où, supposément, l'Iran a un blocus. Le 4 mai, lorsque Project Freedom a été lancé, il s'agissait du dispositif de force du CENTCOM appuyé par l'USS Truxtun et l'USS Mason, 2 destroyers lance-missiles de classe Harley Burke. Ils ont traversé le détroit sous un barrage iranien soutenu avec des navires visés à plusieurs reprises par des tirs provenant de lanceurs côtiers de missiles de croisière. À l'heure actuelle, plus de 100 aéronefs sont positionnés au-dessus de ce dôme, rouge, blanc et bleu au-dessus du détroit d'Ormuz, fournissant probablement une surveillance continue. Il y a 15 000 militaires américains impliqués dans le blocus naval centré sur le détroit d'Ormuz. L'Iran a tiré sur ses escortes avec des missiles de croisière, des drones et de petites embarcations, en plus de viser les Émirats arabes unis. L'amiral Brad Cooper du CENTCOM a confirmé les frappes contre les 6 vedettes d'attaque rapide et a souligné l'énorme quantité de capacité et de puissance de feu concentrée dans le détroit et autour de celui-ci, y compris des hélicoptères A-60 4 Apache et MA-60 Seahawk.
Concrètement, les États-Unis disposent d'une force écrasante dans la zone et l'Iran n'a rien qui puisse réellement tenir tête à ces hélicoptères, aux FDX-8 et aux autres moyens qui soutiennent le blocus naval. La force capable de s'opposer au blocus naval américain n'existe tout simplement pas. Project Freedom a été suspendu dans l'attente d'une médiation pakistanaise, tandis que le blocus des ports iraniens est manifestement pleinement en vigueur, maintenant avec des avions de chasse déployés. Puis, le 5 mai, un drone iranien a frappé le porte-conteneur français CMA, CGM San Antonio, le laissant à la dérive sans énergie et blessant 8 membres d'équipage. Cette attaque est survenue environ 2 heures avant l'annonce de la pause. Maintenant, la France commence enfin à se mobiliser et à envoyer une certaine puissance navale pour aider dans la situation du détroit d'Ormuz. On ne sait pas exactement ce que la France va faire, mais il est maintenant évident qu'elle ne peut même plus rester neutre alors que l'Iran frappe ses navires n'importe comment et lui adresse en gros un énorme bras d'honneur. Certains navires de guerre français seraient en train de passer par le canal de Suez. Ce qu'ils feront réellement une fois arrivés sur le théâtre d'opération reste à voir. L'UKMTO, qui suit les incidents maritimes dans la région, a maintenant enregistré 46 incidents distincts signalés depuis le 28 février. 26 attaques contre des navires, 18 signalements d'activités suspectes et 2 navires détournés, probablement par des factions navales du corps des gardiens de la révolution islamique. Puis est arrivé le 6 mai à 9 H, heure de l'Est. Le Hasna, battant pavillon iranien, non chargé, et en route vers un port iranien dans le golfe d'Oman, a reçu plusieurs avertissements des forces américaines et les a tous ignorés. C'est à ce moment-là que le FDX-8 est entré en scène. Ignorer les avertissements revenait, en pratique, à être présenté au FDX-8 Super Hornet, probablement de la Strike Fighter Squadron 151, opérant depuis l'USS Abraham Lincoln. L'appareil a décollé, intercepté la cible et s'est placé dans ce qu'on appelle une roue. La roue est la principale tactique utilisée par les avions de chasse dans les missions d'appui aérien rapprochées, d'interdiction ou de frappe contre des navires. Ils se placent dans une roue et utilisent leur nacelle de ciblage, la caméra avancée du FDX-8, du F-15E ou du F-6. Cette nacelle de ciblage peut observer à des kilomètres de distance, au point de voir quelque chose d'aussi petit qu'une plaque d'immatriculation à plusieurs kilomètres, et elle verrouille le gouvernail du navire. Les avions évoluent probablement en formation de 2 appareils, chacun placé de part et d'autre de la roue. À ce moment-là, ils peuvent utiliser plusieurs rafales venant de 2 avions différents ou une seule rafale venant d'un seul appareil. Dans tous les cas, une rafale d'un canon M60 et un A2 Vulcan a traversé directement le gouvernail du Hasna. Le navire a perdu sa direction et s'est arrêté, flottant pratiquement à la dérive. Pour la première fois dans ce conflit, un aéronef américain a neutralisé un navire de surface, un grand navire de surface, par tir direct afin de faire respecter le blocus. Le Hasna a reçu un avertissement parfaitement clair dans les eaux internationales et il s'est avéré que cette clarté arrivait en calibre 20 mm. Quelque part, un commentateur pro-Trump appelle probablement cela de la communication claire, parce que rien ne dit mieux discipline du message qu'une ponctuation au canon. La position officielle de l'Iran est que rien de tout cela n'a d'importance, que le pays n'a même pas encore commencé et qu'il se porte très bien. Mais à l'intérieur des structures décisionnelles iraniennes, la réalité est très différente. Toute la situation peut se résumer ainsi. L'Iran affirme qu'il n'a même pas encore commencé, alors que sa flotte moustique et ses autres navires sont incapables de faire quoi que ce soit dans le détroit d'Ormuz. L'Iran peut prétendre qu'il se porte très bien, mais les faits indiquent le contraire. Il y a essentiellement 2 faits structurels concernant l'appareil décisionnel iranien qui n'apparaissent pas dans les déclarations officielles. Premièrement, il existe de réelles fractures entre les durs du corps des gardiens de la révolution islamique et les éléments plus modérés du gouvernement. Ces fractures rendent véritablement difficile pour les États-Unis d'obtenir une réponse consensuelle de Téhéran, même lorsque les modérés veulent probablement dialoguer et mettre fin au conflit. Deuxièmement, l'ayatollah Mojtaba Khamenei, supposé nouveau guide suprême de l'Iran depuis l'assassinat de son père au début du conflit, serait blessé et caché.
il serait censé être la figure dont l'Iran a besoin pour ratifier tout accord, mais il pourrait ne pas être accessible aux personnes qui tentent de négocier. Elles ne savent pas comment entrer en contact avec lui et elles ne pensent pas pouvoir prendre une décision. Cela ressemble à l'obstacle structurel à tout accord à ce stade et cela explique pourquoi ce conflit traîne aussi longtemps alors que l'Iran est complètement décimé militairement et maintenant économiquement. L'optimisme affiché sur papier par les principaux dirigeants iraniens ne peut pas masquer ce fait. Il est aussi important de rappeler que le plus haut commandant naval iranien a été tué pendant l'opération Epic Fury. Cela signifie qu'il existe une véritable fracture au sein même de la direction de la marine et une incertitude sur l'identité de ceux qui contrôlent réellement le détroit d'Ormuz. À ce stade, la marine du corps des gardiens de la révolution islamique n'a pas beaucoup de puissance. Elle a envoyé 6 vedettes d'attaque rapide sur place et elles ont été absolument décimées par la marine américaine. Maintenant, l'Iran a montré qu'il était incapable de protéger ses propres navires parce que les États-Unis sont simplement arrivés et ont frappé le gouvernail de ce pétrolier sans véritable opposition du corps des gardiens de la révolution islamique. Le Super Hornet qui a stoppé le Hasna est un maillon d'une chaîne de destruction qui commence à des centaines de kilomètres de distance et oblige l'Iran à regarder en face la réalité. Il n'a plus beaucoup de force et très peu d'options. Même si certains médias présentent l'Iran comme étant aux commandes, l'utilisation de ces FDX-8 comme arme chirurgicale montre que la marine américaine et l'US Air Force dominent désormais l'équation. Le FDX-8 Super Hornet peut être même le FDX-8 Super Daddy dans cette lecture et le chasseur d'attaque multirôle bimoteur embarqué de Boeing et l'épine dorsale de chaque escadre aérienne de porte-avions de la marine actuellement en mer. Le F-35 est aussi présent, mais le FDX-8 reste l'épine dorsale. C'est précisément cet avion qui a frappé le Hasna après avoir décollé de l'USS Abraham Lincoln, un porte-avions nucléaire de classe Nimitz opérant dans le golfe d'Oman, aux côtés de l'USS George H. W. Bush. La marque s'écrit toute seule. D'un côté, une architecture militaire sérieuse, de l'autre, des effets sonores de rassemblement électoral. Le F, 18 tirs des obus de 20 mm à une cadence réglable de 4000 ou 6000 coups par minute en mode de tir élevé dans une configuration standard et le canon tourne à environ 6600 tours par minute lors d'une rafale. Le Super Hornet transporte 578 obus dans un système d'alimentation intégré sans maillon. Le CENTCOM a déclaré que plusieurs coups avaient neutralisé le gouvernail du Hasna. Cela signifie que le pilote a placé une courte rafale précise dans le dispositif de gouverne d'un navire long comme 3 terrains de football depuis un aéronef en mouvement. Mais ce FDX-8 peut aussi coopérer avec des RQ-4 Global Hawk, des RQ-170, et éventuellement avec des drones avancés comme l'Anduril Fury et l'AIX-BAT. Cela lui donne la capacité de voir tout ce qui se passe autour de lui. Cela nous mène à la section d'analyse stratégique façon échec en 4D. Lorsqu'un blocus naval est combiné à des moyens aériens de la marine et de l'Air Force, cela crée une capacité de pression sur le régime à un tout autre niveau. Maintenant, on voit enfin une forme de pragmatisme venir du régime iranien lui-même, avec des dirigeants qui disent à leur population d'être frugale parce qu'ils perdent 500 millions de dollars par jour. C'est un changement qu'on n'avait pas encore vu. Les fissures internes commencent à apparaître à l'intérieur du régime iranien, ce qui le pousse probablement à vouloir un accord. Même dans leur cercle interne, ils ne peuvent pas montrer de faiblesse parce que, pour autant qu'ils le sachent, l'une des autres factions de ces cercles pourrait tenter de les éliminer. C'est pourquoi ils continuent de se présenter comme des durs, même si l'écriture est sur le mur. À un moment donné, ils devront conclure un accord, sinon ils risquent tous de disparaître. Et naturellement, le récit pro-Trump appellera cela du génie stratégique, parce que lorsque la pression fonctionne, c'était prévu, lorsqu'elle provoque une escalade, c'était prévu aussi. Et lorsque personne ne sait ce qui vient ensuite, c'est apparemment encore le plan. Utiliser des pilotes de chasse de la marine aux commandes de FDX-8 avec des pilotes de l'Air Force aux commandes d'ADIX, de Skinzé et de FSIS montre une capacité de niveau supérieur pour faire respecter ce blocus à une toute nouvelle échelle.
Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Pouvoir, vérité vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.